d'être venu au vœu de la section de Florensac, Pinet et Pomerol. Donc je vous remercie de votre présence. Je vais excuser d'abord Madame Dania Zima, conseillère régionale, qui est au vœu de Pézenas, qui est venue, et aussi remercier de suite Vincent Gaudi pour le prêt de cette salle, et de l'excuser aussi parce que lui aussi est au vœu de Pézenas. Mais il va venir dès que les vœux de Pézenas sont fermés. Voilà, tout d'abord aussi, je voudrais saluer dans la salle Madame Nénette Pujol, qui a 99 ans, et qui est parmi nous ce soir, donc je voudrais la remercier de sa présence. Ça fait plaisir d'avoir une militante de personnes qui est avec nous. 99 dans quelques mois, il me semble. Dans un mois. Bon, voilà. Donc, je vous remercie de votre présence et ça fait vraiment plaisir. Alors tout d'abord aussi, dans les hommages aussi, je voudrais rendre hommage à un militant qui est décédé cette année, qui est de Pinet, qui est M. Bernard Echel, qui était lui aussi un militant de la première heure, donc je voudrais quand même lui rendre hommage à ces début d'année. Donc, que dire de cette année qui s'est écoulée? Donc, une année encore, mais écoutez, après les affaires Benalla 2018, on a eu encore des affaires. L'affaire qui a commencé, l'affaire du président de l'Assemblée nationale, M. de Rugy, grand amateur de repas privés, fastueux, bien sûr, où finalement le homard l'a pincé. Et donc, il a dû démissionner. Très bien. Autre affaire, en septembre, M. Richard Ferrand, lui aussi président de l'Assemblée nationale, qui a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire du mutuel de Bretagne. Mais lui a décidé de rester à son poste. Donc, il n'est pas encore accusé. En octobre, Sylvie Goulard, sa candidature au poste de commissaire européen a été refusée, car elle était sous le coup de l'enquête judiciaire, comme François Bayrou et Marielle de Sarney. Et pour finir, le plus grand retraité de France, M. Delevoye, qui a lancé un projet, mais par contre, quelle tête de ligote! Il a oublié juste de faire des oublis dans sa déclaration. Et juste 14. C'est pas beaucoup, mais juste 14 déclarations. Ma foi. Donc, mais où est donc la République exemplaire du président Macron? Et tout simplement, s'il existait un permis à points pour les présidents de la République, je pense que son permis, il l'aurait plus. Entre l'affaire Benalla, Delevoye, toutes les affaires, je pense que les points auraient sauté, donc le problème. Mais il est là. Côté réforme, qu'est-ce que nous avons eu? Mais nous avions eu une réforme assez importante, celle de l'assurance du chômage. Notamment, une petite partie assez importante pour notre région, celle qui concerne les travailleurs saisonniers. Étant donné que dorénavant, il faudra travailler 6 mois pour avoir droit au chômage, alors qu'auparavant c'était 1 mois. Et quand on sait qu'une saison chez nous dure 4 mois, ça veut dire quoi? Que les personnes saisonnières vont se retrouver sans revenus. Elles n'auront plus de droit au chômage. Donc, c'est quand même des choses importantes qui ont été modifiées, qui sont faites. Et bien sûr, la dernière en date, la réforme des retraites. Cette réforme, nous en sommes au 44e jour de grève. D'accord? La plus longue période de grève depuis 1960. Ce n'est pas rien. Dessus, cette réforme qui a mis la France dans la rue, en plus du mouvement des Gilets jaunes qui n'a pas cessé. Donc, quand même, c'est une grande difficulté. Cette réforme des retraites, où nous avons le sentiment, en fait, que c'est des pieds nickelés qui ont fait cette réforme. Tout simplement parce que Matignon et l'Élysée ont navigué à vue, déstabilisés par un mouvement dont ils n'ont pas pris conscience de l'ampleur jusqu'à présent. Donc, une chose quand même, je vais faire juste une parenthèse, à savoir que les parlementaires socialistes, le 15 janvier, ont présenté leur proposition pour une réforme de retraite juste en 6 propositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail dessus. Une réforme juste sur la base d'un financement équitable, une réelle prise en compte de la pénibilité, l'égalité femmes-hommes pour la retraite commence par l'égalité dans les carrières et dans les salaires.
Après, compenser les effets des carrières heurtées, puisqu'à l'heure actuelle, c'est rare qu'un salarié en fasse une carrière de 30 ou de 20 ans, c'est fini. Les carrières sont hachées, tous les problèmes en fait de revenus dessus. Des retraites dignes tout au long de sa retraite, et l'emploi des seniors doit devenir une priorité. Et oui, parce que les seniors aussi maintenant sont en difficulté, puisqu'en fait, dès que vous avez passé 45, 46, vous êtes considéré comme un senior au niveau du travail, je parle, et donc à partir de là, vous n'avez plus accès au travail. Donc vous allez me dire, et le Parti socialiste dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Mais tout simplement, au mois de mars, je vous le rappelle, ont eu lieu les élections européennes, où notre parti a déjoué les sondages, puisqu'en fait, les sondages nous donnaient à 4% et nous en offrons 7%, autant que la France insoumise. Notre camarade, d'ailleurs, Éric Andrieux, a été élu, donc grand spécialiste de l'agriculture, viticulture auprès de l'Europe, donc là-dessus nous sommes quand même satisfaits. Bien sûr, cela signifie que la démarche engagée du rassemblement va dans le bon sens et que nous pouvons envisager par la suite avec optimisme. Nous sommes sortis des basses eaux, c'est sûr que le mouvement était là. Bien sûr, ce n'est pas un résultat exceptionnel que nous avons fait, mais il nous permet de reprendre de place dans la vie politique. Mais si on se souvient d'une chose, on va prendre un pays vite à côté, l'exemple espagnol. Le PSOE était donné mort avant l'arrivée de Pedro Sánchez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a opté pour une vraie politique de gauche et il est redevenu le premier parti d'Espagne. Même s'il y a des accords, etc., il n'a pas la grande majorité, mais il a repris la place. Donc ça nous donne quand même de l'espoir et il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'en 2018, je vous l'avais dit, le Parti socialiste n'est pas mort et il n'est toujours pas mort, on est toujours présent. De plus, un rassemblement a eu lieu lors d'un meeting du 11 décembre où toutes les forces de gauche se sont rassemblées pour demander le retrait de la réforme des retraites. Donc déjà encore une étape supplémentaire pour essayer d'avoir le rassemblement de la gauche. Si nous parvenons à rassembler toutes les forces de gauche, y compris les écologistes, nous serons présents aux futurs rendez-vous électoraux qui nous attendent. Alors maintenant, bien sûr, la question que vous pouvez poser, qui sera le leader audible, performant du Parti socialiste? Je n'ai pas la réponse, je vous le dis, je n'ai pas du tout la réponse. Donc le 8 septembre, la Fédération de l'Hérault a mis en place la fête de la Rose, et pour cette fête de la Rose, nous avons le plaisir d'avoir Bernard Cazeneuve. Il a été invité devant plus de 1000 personnes et il a fait un discours qui a été très apprécié, donc une personne qui est en train de ressortir. Mais aussi, vous avez pu le remarquer, nous avons eu le retour médiatique de François Hollande, mais aussi de Najat Vallaud-Belkacem, qui, après 2 ans de coupure, serait sur le point de revenir. Donc, pour l'instant, on a de plus en plus. Et la dernière date, c'est Ségolène Royal, donc, qui a gelé ses relations avec Macron. Donc, on a encore des trucs. Donc, il y a certaines personnes qui arrivent, mais pour l'instant, il nous manque en fait ce fameux leader qui puisse être audible. Mais je pense que nous l'aurons. Et dans ce contexte, il devient urgent de relever l'étendard de la gauche et de faire entendre notre voix pour proposer une alternative à Macron ou Le Pen. Une gauche qui ne doit esquiver aucun sujet et qui doit répondre à la fois aux problèmes de fin de mois et aux défis posés par le dérèglement climatique. Une gauche capable d'apporter des réponses aux nouvelles pauvretés invisibles liées aux mutations de travail, à une jeunesse précarisée et fragilisée, à une politique qui ne croit plus en eux. Une gauche de transformation écologique et sociale qui porte des projets audacieux. Une gauche tournée vers l'avenir, vers le progrès, mais qui doit rester fidèle à son histoire, à l'esprit des Lumières, à Jaurès, et qui doit réaffirmer clairement la laïcité. Une gauche qui doit penser à la lutte contre les inégalités à l'échelle nationale ou internationale.
Une gauche qui doit réinventer des formes de solidarité. Le chantier est vaste. Il est temps d'affirmer nos valeurs, de porter des idées nouvelles pour donner envie aux citoyens de voter pour et non pas contre. Notre prochaine échéance pour porter nos valeurs va être les élections municipales, notamment l'élection municipale à Florensac, où notre candidat va être Vincent Gaudy. Alors, apportons-lui nos voix et surtout donnons-lui une large majorité dès le premier tour. Ce n'est pas parce que vous allez avoir à Florensac peut-être un candidat unique qu'il ne faut pas venir voter. L'important, il faut venir voter et lui donner la majorité. Sur ce, je vous souhaite une nouvelle année, tous nos voeux à vous et à votre famille et vos proches, pour une année solidaire et socialiste. Je vous remercie. Chers amis, chers camarades, je dois vous dire que je suis agréablement surpris par le nombre qui est venu à l'invitation de Marcel pour cette cérémonie de vœux. Alors, êtes-vous venir pour conforter la majorité de gauche qui se trouve à Florensac? Peut-être. Avec l'excellent travail qu'elle fait ici, d'abord je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui accompagnent Vincent, il y en a pas mal dans la salle, et je leur souhaite dès mars prochain de continuer l'aventure, une aventure qui je crois est appréciée par l'ensemble des Florensacois. Êtes-vous venus pour sauver le Parti Socialiste? Parce que partout on nous annonce qu'il est mort, et ce soir vous montrez, en étant nombreux, que nos idées sont toujours là et qu'il faut continuer à combattre pour ces idées. Alors, le 15 janvier, j'ai rencontré Marcel à promenade, parce que moi j'ai aucune autorité pour parler devant vous ce soir, et c'est lui qui m'a demandé de parler devant vous. Et avant de dire oui, il pourra confirmer, je lui ai dit, attention, je veux bien parler à Florensac, mais moi je suis pour la retraite à point, pas celle de Macron forcément, et si je viens devant vous, je vais vous parler de la retraite à point. Parce que voyez-vous, quelques-uns d'entre vous doivent le savoir, moi je suis arrivé au Parti Socialiste en venant d'une organisation qui s'appelait Vie Nouvelle, qui était majoritairement de chrétiens de gauche, avec Robert Buron. Et lorsque sont arrivés les événements de 1968, j'ai compris que sans une majorité forte au sein du Parti Socialiste, la gauche ne pourrait pas prendre le pouvoir. Et j'ai adhéré au Parti Socialiste sans abandonner au départ Buron, puisque lui-même, comme moi, est venu dans ce qu'on appelle l'union de la gauche. Et donc, depuis longtemps, dans ce mouvement, on militait pour un changement, et en particulier pour aller vers une retraite dite à point, mais on peut l'appeler comme on veut, mais une retraite différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et voyez-vous, en 91, Michel Rocard avait repris un peu ce thème, puisque dans son livre blanc, premièrement, il annonçait les problèmes que rencontrerait le système de retraite, et deuxièmement, il s'orientait vers une retraite dite à point, mais pas forcément celle qu'on nous présente aujourd'hui. Alors j'ai été rocardien, maintenant Rocard a disparu, malheureusement dans le Parti Socialiste, il ne reste plus de tête, comme tu disais. Si on avait encore Rocard, peut-être que les choses marcheraient mieux encore aujourd'hui. Alors, moi je voudrais y revenir. Et tu l'as dit, le 15, le jour où tu m'as rencontré, je venais de lire sur Internet les propositions du Parti Socialiste, qui disaient une retraite juste. Si le Parti Socialiste aujourd'hui demande une retraite juste, c'est que la retraite actuelle n'est pas juste. Sans moi, ce ne serait pas la peine de demander une retraite juste. Juste pour les cotisations et juste pour la distribution après. Donc, dans les deux cas, il faut arriver vers plus de justice. Une retraite qui prend en compte réellement la pénibilité. Parce qu'effectivement, en 1983, lorsque la gauche a mis la retraite à 60 ans, personne n'a parlé de pénibilité, tout le monde est parti à 60 ans sans savoir si
on avait un travail pénible, ou s'il n'y en avait pas de travail pénible, aujourd'hui, c'est demandé par l'ensemble des employés, ouvriers, qui vont partir à la retraite. On lit aussi qu'il faut faire une compensation, tu l'as dit aussi, pour les carrières hachées, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans certains endroits à certains moments, qui ont des périodes de chômage, etc. En particulier, les femmes sont concernées par ça. Et enfin, une retraite digne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens partent à la retraite avec des montants qui ne sont pas dignes. En particulier, un certain nombre de commerçants, un certain nombre de viticulteurs aussi, un certain nombre d'agriculteurs, ils ont des retraites, je dirais, presque misérables. Et la retraite digne, c'est justement une retraite qui n'est pas misérable. Et le système actuel, qu'on le veuille ou non, les a oubliés, parce que ces objectifs présentés aujourd'hui par le Parti Socialiste ont été oubliés. Et pourquoi? La question est d'abord de savoir pourquoi on a encore tous ces problèmes à régler après la constitution des retraites. Je vous rappelle que c'est en 1942, sous Pétain, qu'on a inventé la retraite en France. C'était la pension des vieux travailleurs. C'était deux éminents politiques qui avaient poussé Pétain à introduire ça. D'ailleurs, ils ne sont pas restés longtemps avec Pétain puisqu'ils sont rentrés dans la résistance. Et c'est eux, ensuite, après être rentrés dans la résistance, qui, à la fin de la guerre, ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale, qui a des régimes à l'intérieur, et en particulier le régime vieillesse, qui fait aujourd'hui, disons, le système de retraite. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Disons que petit à petit, réforme après réforme, manifestation après manifestation, grève après grève, on a séparé l'ensemble des travailleurs, qu'on le veuille ou non, en trois grandes catégories. La première catégorie, je vais commencer par celle-là, c'est celles qui ont été exclues. Comme ils avaient été exclus, ils ont monté leur système de retraite. Ils sont aujourd'hui dans des régimes autonomes. J'en citerai quelques-uns. Les clercs de notaire, c'est pas compliqué d'être dans un système autonome, c'est vous qui payez la retraite. Lorsque vous allez chez un notaire, vous faites un acte, automatiquement, c'est vous qui payez. C'est pas eux, c'est vous. Il y a les danseuses de l'opéra. Les danseuses de l'opéra, ça date de Louis XIV. C'est pas aujourd'hui. Autrement dit, les danseuses, après 40 ans, évidemment, elles ne pouvaient plus danser, ou elles avaient des difficultés pour danser. Et Louis XIV, qui aimait bien les danseuses, leur avait mis un système pour justement continuer à vivre sans danser. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas danser, mais elles pourraient être profs de danse dans les collèges, dans les lycées. Autrement dit, au lieu de payer des retraites à 40 ans, on ferait mieux de les payer. Peut-être ça coûterait plus cher, mais pour que nos enfants puissent apprendre la danse dans les écoles, ça serait peut-être plus utile. Et puis, il y en avait d'autres. Les avocats. Les avocats, eux, ils ont augmenté leur honoraire, et automatiquement, ils n'ont pas besoin d'avoir un gros pourcentage pour avoir une caisse très excédentaire, parce qu'en plus, il y a peu d'avocats qui sont à la retraite, le nombre d'avocats a augmenté, ils sont nombreux pour alimenter ces caisses. Deuxième catégorie, c'est ceux qui sont protégés. Ils sont protégés pourquoi? Certains sont protégés parce qu'ils ont la capacité de bloquer le pays, et ils en ont profité, pourquoi pas? Quand vous pouvez bloquer le pays, vous avez des revendications qui passent plus que celui qui ne peut pas bloquer le pays. Et puis il y avait une autre catégorie, c'est ceux qui sont sous statut, je veux parler des fonctionnaires, et le statut les a protégés, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, il faut bien reconnaître la réalité. Et entre les deux, on n'en a rien à foutre de tous ceux qui sont entre les deux. C'est la raison pour laquelle il y a eu des retraites indignes, il y a eu des gens qui n'ont pas progressé comme les autres, parce que ils ne pouvaient pas bloquer le pays, ils n'étaient pas protégés par un statut, et ils sont arrivés dans la situation que l'on trouve aujourd'hui. Alors moi je vous pose une question. Quel est le régime le meilleur? Ce n'est pas le régime qui compte. Ce n'est pas le système qui compte. C'est d'avoir un système qui soit point par point, mais qui tient en compte toutes ces particularités et qui un jour arrive à mettre plus de justice dans le système de retraite. Et moi je vais vous poser quelques questions, c'est simple.
Est-ce que vous croyez qu'un militaire qui est aujourd'hui en Afrique, ben c'est la même chose qu'un militaire qui compte les chaussettes dans une caserne ou qui est à Montpellier au service du recrutement, qui est assis dans son bureau? Eh ben, le militaire qui va au Sahel, il est considéré pour la retraite exactement comme le militaire qui, lui, n'a jamais vu la guerre de sa vie, parce que ça existe, hein, des militaires qui n'ont jamais vu la guerre. Est-ce que vous croyez que le conducteur de bus de Paris, c'est la même chose que le conducteur de bus à Béziers? Là, parce que celui de Paris, il a pu bloquer, celui de Béziers, il n'a jamais pu faire ce qu'il fait. Est-ce que vous pensez qu'un policier de la BAC ou de la BRI, qui toutes les nuits sort pour arrêter les vendeurs de drogue et les machins comme ça, c'est la même chose qu'un policier des renseignements généraux qui va dans les bars, qui écoute ce qui se dit pour faire des rapports, ou le policier qui est au service financier dans son bureau et qui s'occupe de ceux qui le concernent. Je ne dis pas qu'il fait mal son travail, mais c'est des travaux qui sont totalement différents. Ce sont des pénibilités qui sont différentes. Est-ce que vous croyez qu'un prof de Clermont-Lérault comme moi, c'est la même chose qu'un prof de Seine-Saint-Denis? Ben, je vous dis que c'est pas du tout la même chose, puisque personne ne veut y aller à Seine-Saint-Denis. Et si on ouvre un poste à Clermont-Lérault, ils seront 100 à vouloir y venir. Parce qu'il y a bien une différence entre le travail fait à Seine-Saint-Denis et le travail fait à Clermont-Lérault. Je ne dis pas que ceux de Clermont-Lérault font mal leur travail, mais je ne dis pas non plus que ceux de Saint-Denis le font mal aussi. Ils le font aussi bien, mais dans des conditions qui sont autrement faites. Sans vouloir faire ces distinguos, eh ben on arrive au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y en a qui veulent faire le distinguo, c'est Macron qui veut mettre la retraite à point. Alors moi je vous dirai tout de suite, s'il y avait à écrire une feuille blanche pour la retraite, ça serait facile. Le problème c'est que la feuille, elle est déjà bien entamée et que beaucoup de personnes ont des situations qu'elles veulent conserver. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile et c'est la raison pour laquelle, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas tout compris, mais qu'il faudra une vingtaine d'années pour arriver au système qui fonctionnera, au système à point. Et pour certains, comme les conducteurs de train ou les gars du métro, il en faudra 30 pour arriver, si on y arrive, à la retraite. Alors moi je ne sais pas si Macron arrivera à ses fins, hein, avec les bagarres qu'il y a actuellement. Et puis je vais vous dire, il faut 20 ans pour arriver au nouveau système. Dans 20 ans, on a le temps de modifier pour que ce système il soit le meilleur possible. On a le temps de le faire. Et puis Macron, il ne durera pas 20 ans. Donc après Macron, il y en aura un autre. Il y aura une autre majorité. Ce qu'il faudra éviter, si on ne veut pas se retrouver dans la même situation que celle dont se trouve le parti et la gauche en général, c'est ce qui s'est passé avec la réforme Balladur. On a manifesté, mais ensuite on l'a appliqué. La gauche a appliqué la réforme de Balladur. La réforme Woerth, on a manifesté, et derrière on a appliqué la réforme Woerth. Donc il ne suffit pas aujourd'hui de manifester, de faire tout le bazar qui est actuellement. Et si ça, la retraite de Macron passe, qu'on l'applique, ça vient de dire. Autrement, ça voudrait dire qu'on s'est moqué déjà. Si on veut faire la retraite juste, les 4 ou 5 critères dont on a parlé, ben il faudra, avec le système nouveau ou ancien, arriver à mettre en place la retraite juste, bon, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà où on en est. Bon. Chacun, ensuite, fera son usage. Tu l'as dit, il y aura des élections. Ben, il faudra bien que nos candidats prennent une position sur le nouveau système. Et à ce moment-là, les Français jugeront. Moi, ce que je regrette, parce que la France ne mérite pas ce qui se passe. Hein? Tout ce qui est incendié dans Paris, tout ce qui se passe un peu partout, les blocages qui sont simplement le fait de quelques-uns qui n'iront pas sur les estrades au moment des élections. Hein, simplement, ils vont mettre le feu ici, le feu là-bas, souvent manipulés par autre chose que la défense de la retraite. La France ne mérite pas ça. La France, c'est un pays de liberté,
Et la liberté, ça doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de liberté quand on fait des barrages sur les routes, quand on fait des feux dans Paris. C'est pas la liberté, c'est pas notre pays. Il y a eu la Révolution française en 1789, nous sommes d'accord, mais c'était la famine dans le pays avant. Il ne faut pas oublier que l'hiver 1789, entre 1788 et 1789, a été terrible, et que les gens n'avaient même pas pour manger. Alors là, ça pouvait se comprendre, qu'on puisse prendre quelques têtes au bout d'une pique, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que la France redevienne paisible. Je souhaite que vous tous, qui avez la possibilité de faire comprendre que en 2022, on revotera. Je ne crois pas qu'on soit arrivé à un régime dictatorial où celui qui est en place voudra rester coûte que coûte. C'est pas Poutine qu'on a au pouvoir. Hein? C'est pas Erdogan qu'on a au pouvoir. Donc, à ce moment-là, on pourra changer les choses. Alors moi, ce que je vous souhaite à tous, c'est de rester dans l'idéal socialiste. Et puis pour vos familles, pour vous tous, du travail pour tous, parce que c'est le chômage qui gangrène tout ça. Quand le jour où le chômage disparaîtra, beaucoup de choses se régleront. Mais aujourd'hui, on est dans une période où, malheureusement, il y a des gens qui souffrent à cause du chômage. Et donc, je vous souhaite pour vos enfants, vos petits-enfants qui cherchent du travail, qu'ils le trouvent. Et je vous souhaite beaucoup de santé et de bonheur à vous tous. Merci.